Nous sommes le lundi 30 avril, directement à Sécabellevue, en compagnie de Madame Suzanne Joseph, avec qui on va réaliser une interview pour le compte de Actu Femme, un magazine qui traite des sujets par rapport à l'émancipation de la femme haïtienne. Et avec elle, nous allons dresser nous allons toucher un ensemble de points concernant la femme haïtienne. Et surtout, on va essayer de contextualiser cette interview par rapport au 18 mai. La fête du drapeau, et surtout on va essayer quand même de voir ensemble quel rôle les femmes haïtiennes peuvent jouer encore pour la renaissance de notre mère patrie, à savoir Haïti. Et moi, Ricardo Ventris, c'est moi qui vais interviewer Madame Suzanne Joseph pour le compte de Actu Femme. Madame Suzanne Joseph, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Actu Femme pour lequel on va réaliser une interview assez intéressante par rapport aux gens, par rapport à la femme haïtienne. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre interview pour le compte de Actu Femme. Merci à vous de m'avoir choisi pour cette interview, et puis bon, on va essayer de voir comment je pourrais apporter mon grain de sel dans ce que vous avez comme sujet. Oui, comme sujet, justement, puisque Actu Femme, c'est un magazine online, c'est ce qu'on appelle dans le website, web magazine. C'est un magazine qui est là pour valoriser les femmes haïtiennes d'aujourd'hui et d'hier. Et nous sommes à la recherche des femmes modèles, des femmes qui posent des actions, des femmes qui s'engagent dans la lutte pour l'émancipation de la femme haïtienne et des droits de femmes d'une manière générale. Et en premier lieu, la première question, c'est comment pourrais-tu te présenter au grand public d'Actu Femme, Madame Suzanne Joseph? Peut-être c'est la première question la plus difficile. Est-ce que je peux me présenter? J'adore dire que j'aime les sciences humaines, donc tout ce qui a rapport à l'humain. Mais personnellement, je suis journaliste, présentatrice à Athéna. Je suis journaliste, présentatrice. Je suis féministe. Je fais un combat pour les droits culturels. Et voilà, on va être comme ça, on va s'arrêter là. Justement. Donc, c'est-à-dire, tu as un grand intérêt pour, disons, les humains d'une manière générale. C'est la raison pour laquelle tu es plutôt, en fait, pour les sciences humaines, tu as un penchant. Mais est-ce que cela voudrait dire que cet intérêt-là, le fait que toi-même tu sois féministe, tu portes cet intérêt sur plutôt les femmes haïtiennes? Bon, premièrement, je porte l'intérêt sur les droits des femmes, les droits de la femme et de meilleures conditions pour la femme dans la société, en fait dans les sociétés, parce que le féminisme ne s'arrête pas à la femme haïtienne. Évidemment, en tant que féministe haïtienne, je regarde les conditions de la femme haïtienne et je me bats pour les droits de la femme haïtienne. Est-ce que cela voudrait dire que dans ton combat que tu t'engages toi-même en tant que femme, est-ce que cela voudrait dire que tu vises dans toutes les catégories, toutes les couches sociales pour ce qui est, disons, les femmes? Qu'on soit clair, la condition féminine n'est pas la situation de la femme et ne touche pas forcément à la classe sociale. Je vais donner un exemple clair et simple. Quand une loi est votée qui doit garantir le droit des femmes, ce n'est pas une catégorie de femmes d'une classe sociale qui l'a, mais toute femme. Prenons un exemple. Le droit de voter, quand on a eu cette droit, on n'a pas dit « Ah, c'était les femmes qui avaient de l'argent qui pouvaient voter. Les femmes qui n'avaient pas d'argent ne pouvaient pas voter. » C'était un droit que les femmes se sont battues pour avoir et que toute femme avait le droit de voter. Donc quand on parle de droit de la femme et de conditions de la femme, ce n'est pas une bataille de conditions de classe sociale, donc qui vaut à la situation de la femme, mais pour une meilleure condition de la femme. Ça veut dire les conditions de la femme, sa position, son apport dans la société, qu'elle soit de classe moyenne, de classe bourgeoise, de classe, peu importe la classe, mais sa condition reste la même parce qu'on la met dans une case parce qu'elle est une femme. Est-ce que tu penses que pour nous autres en Haïti, c'est le cas en termes de droit? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une catégorie de femmes haïtiennes, même s'il y a, disons, de manière officielle, disons, le droit existant, mais est-ce que tu penses que toutes les femmes haïtiennes ont accès, disons, aux privilèges, à la jouissance de certains droits dont la loi prévoit de manière officielle? Dès que la loi prévoit, dès qu'il y a des droits et que la loi prévoit qu'il y ait le respect de ces droits, toute femme a droit à ses droits. Je vais être claire.
la loi dit que toute personne doit se rendre à l'école, ou bien la loi dit que tout enfant, parce qu'avant les filles n'allaient pas à l'école, que la loi dit que toute fille, tout enfant doit aller à l'école, fille ou garçon, et que toutes les filles doivent se rendre à l'école, il ne s'agit pas des femmes qui sont riches ou des femmes qui sont pauvres, il s'agit d'enfants filles qui doivent se rendre à l'école. Maintenant, si vous voulez me dire que la femme qui n'a pas d'argent n'a pas les moyens d'envoyer son enfant à l'école, ce que je vais te dire, c'est qu'une fois dans une société que l'État doit garantir le droit à l'éducation à tous et à toutes, l'État doit s'arranger pour que les écoles soient accessibles autant aux filles qu'aux garçons. Justement, ça devrait être... Maintenant, si une femme de situation sociale, de classe sociale, bien mieux qu'une autre femme, elle doit aussi pouvoir envoyer son enfant à l'école. La seule chose, peut-être que cette femme peut se permettre une école privée et l'autre ne pourrait pas se le permettre. Oui. D'où, quand on se bat et qu'on demande à l'État haïtien de mettre, ou peu importe l'État, parce que le féminisme c'est un combat global, que l'État doit mettre en place un système éducatif de qualité accessible à tous et à toutes. Ce qui veut dire, l'État doit avoir des écoles, un enseignement, des professeurs, tout le monde qui doit accueillir filles et garçons à l'école. Il faut arrêter de faire la confusion entre situation et condition de la femme. La condition de la femme concerne toute femme. Quand on disait que les filles ne pouvaient pas aller à l'école, que monsieur soit riche ou qu'il soit pauvre, il n'avait pas le droit d'envoyer sa fille à l'école. Une fois que la loi dit l'éducation doit être accessible à tous, l'instruction doit être accessible à tous, que le type ait de l'argent, que le type n'ait pas d'argent, ou qu'une mère ait de l'argent, ou qu'une mère n'ait pas d'argent, il est de son devoir d'envoyer son enfant à l'école. Justement, ça devrait être le cas, mais lorsqu'on considère les petites filles, c'est ce qu'on appelle les filles domestiques, par exemple. Donc, il y a là une différence assez flagrante. Ça aussi, c'est un autre débat. Pourquoi les parents mettent leurs enfants en domesticité? Pourquoi? Bon, problème de moyens, j'imagine. D'accord. Ce qui veut dire que dans une société, l'État qui devrait avoir des programmes sociaux pour permettre aux parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Premièrement, dans toute société, l'école devrait être gratuite et obligatoire. Donc déjà, c'est un souci que le parent ne devrait pas avoir. Deuxièmement, l'État devrait avoir des programmes sociaux comme le sont dans d'autres sociétés pour que la personne qui n'a pas les moyens, qu'il soit père ou mère, puisse continuer à prendre soin de son enfant. Ça n'a rien à voir avec les droits des femmes. C'est l'État qui doit mettre en place des programmes sociaux pour prendre soin de ses citoyens, prendre soin du futur de ses citoyens qui est la jeunesse, qu'ils soient filles ou qu'ils soient garçons. Maintenant, les parents placent leurs enfants en domesticité parce qu'ils n'ont pas les moyens. Oui, Est-ce que c'est parce que c'est une fille? Les parents ont tendance à mettre les filles parce que pour eux, c'est là le combat féministe prend tout son poids, parce que pour eux, envoyer le garçon à l'école, ça permettait au garçon de venir prendre soin de la famille, et comme c'est la fille, elle trouvera un mec pour s'occuper d'elle plus tard. Ça, le féministe le combat. Ok? Maintenant, ce que je ne veux pas que les gens confondent, c'est quand ils me disent des enfants en domesticité. Les parents placent les enfants en domesticité parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est à l'État. Oui, ça peut être un combat de féministes aussi. C'est à l'État de garantir l'accès à des programmes sociaux pour les parents qui ne peuvent pas prendre soin de leurs enfants. Parce que, attention, autant qu'il y a des enfants filles en domesticité, il y a des enfants garçons aussi en domesticité. Alors justement, ça, et là, c'est le droit des enfants. Tout le monde se battra pour que les enfants aient droit à ça. Puisque être féministe, cela voulait dire, à mon avis, en termes de compréhension, que c'est de combattre tout ce qui est, disons, négatif, tout ce qui est péjoratif par rapport, disons, aux femmes, aux filles. Maintenant, à être ce niveau-là, c'est le combat pour le respect des droits, parce qu'on ne te donne pas des droits, tu as tes droits. Pour le respect des droits de la femme et de meilleures conditions de la femme. Ok. Alors, je sais également que tu es, disons, la responsable de 100% Femmes et également membre fondatrice de Negessa Marron.
Est-ce que tu pourrais nous présenter, disons, ces deux organisations et qu'est-ce que, en fait, en termes d'activité, quel est leur objectif ou mission? 100% Femmes et Négresse Marron. Ça devrait dire beaucoup, mais je vais y aller de manière brève. Ouais. Et les deux organisations sont là pour la promotion des droits de la femme et la lutte pour de meilleures conditions de la femme. Évidemment, chaque organisation travaille dans des domaines différents. Négresse Marron, ils travaillent sur la violence basée sur le genre. Ils font de l'artiviste. Là, pour se conscientiser, sensibiliser, mobiliser sur les droits des femmes, évidemment. La femme et de meilleures conditions de la femme. Ils bouleversent les clichés, les stéréotypes que la société a. Et l'organisation 100% Femmes travaille sur l'éducation, sur la santé sexuelle et reproductive en particulier, et sur l'autonomisation de la femme. Alors, ça voudrait dire que 100% Femmes intervient dans des activités en rapport avec l'éducation, santé, le civisme et autres. Donc, est-ce qu'on a, disons, des projets en cours d'exécution? Ce que nous, en fait, ce ne sont pas des projets, c'est pas des projets, nous avons des activités régulières, ce qui fait que nous organisons ce qu'on appelle les SEC Femmes. SEC Femmes. SEC Femmes. SEC Femmes, SEC. Et voilà. Et ce sont des cercles où les femmes discutent de leurs droits et de leurs conditions dans leur communauté. Et ça se fait sur toutes les régions parce que nous travaillons beaucoup avec les femmes rurales. Alors, est-ce que... Et les villes semi-urbaines. Mais ces activités-là ne découlent pas d'un projet ou du moins est-ce que... Non, ce sont des activités régulières de l'organisation. Oui. Cela voudrait dire que... Des fois, on travaille avec d'autres organisations locales qui sont déjà sur place. Par exemple, à La Gonave, on travaille à La Gonave, essentiellement. Il y a une organisation locale qui est déjà sur place. On fait ce qu'on appelle une coordination commune. Des fois, on fait des formations de formateurs pour qu'elles vont beaucoup plus dans les zones les plus reculées. Et quand elles vont, elles se rencontrent et elles discutent des sujets d'abord de leur communauté, de ce qu'elles font face comme difficulté, ensuite de tout sujet qui est lié aux droits des femmes et pour de meilleures conditions. Et de ces différentes activités-là, on devrait déboucher sur quoi comme résultat final? Mais c'est ça ce qu'on appelle la promotion des droits de la femme. La promotion. Oui, parce que par exemple, une femme qui doit, dans les villes rurales les plus reculées, l'accès aux soins de santé, c'est difficile. Si je prends une femme qui habite à Basilo, à La Gonave, oui, la clinique peut être plus accessible. Mais si je prends une femme qui habite à Namango, qui a 45 minutes de moto en Sagalais, c'est plus difficile. C'est pas toujours facile. Par contre, quand ces femmes se rencontrent et qu'elles discutent, par exemple, sur la santé sexuelle et reproductive, une femme de 30 ans qui a déjà 5 enfants, c'est assez grave. Oui, justement. Donc, la femme de 30 ans te dit, moi, j'ai pas accès à ça, j'ai pas accès à ça, j'ai pas accès à ça, j'ai pas accès à ça. Quand nous organisons les sessions de formation, la personne qui vient, elles sont peut-être 2 ou 3, et elles disent, voici, parce que celles qui viennent suivre la formation, elles habitent dans Namango. Ce sont des femmes qui viennent des communautés. Et elles disent, voici ce dont nous faisons face, voici nous ce que nous croyons en discussion avec les femmes des communautés qui croyons que nous pouvons faire. Ça peut être, on fait un petit hangar, on met de l'argent ensemble des organisations, parce qu'on fait des cotisations, on achète comment ils appellent ça, un projecteur. Et 3 fois la semaine, on projette des documentaires ou on projette un film. Mais entre la projection de ces films, on diffuse un petit boucle sur la santé sexuelle, comment on peut faire de la planification familiale, comment on peut faire sa gestion, comment on peut nourrir son enfant. Donc, en résumé, l'activité, disons 100% Femmes, se basant sur des activités régulières pour pouvoir faire la promotion des droits de la femme de manière générale, à travers sensibilisation et information. On a eu un projet de 18 mois à un moment donné, c'était pour apprendre aux femmes comment faire des mutuelles. Comment les apprendre à faire des mutuelles, comment monter le mutuelle. Jusqu'ici, on a eu un, parce que c'était sur une seule zone, c'était dans le département du Centre. La mutuelle avance doucement, mais c'est pas
comme on voudrait que ça avance, Oui, parce que bon, avec la situation du pays, on comprend ça aussi. C'était une mutuelle où les femmes se mettent ensemble pour produire des noisettes qu'elles pourront vendre dans les supermarchés. Ok. Alors, pour Néguès Marron, tu m'avais dit que c'est, en fait, elle, disons, cette organisation-là est plutôt penchée sur, en fait, son axe, c'est plutôt violence basée sur les genres, à travers de l'art, c'est ce qu'on a... En fait, non, on fait de l'artivisme aussi pour la promotion. Nous, on travaille, par exemple, pour les activités régulières, nous, c'est ce qu'on fait. Eux, ils font beaucoup d'activistes pour sensibiliser, mobiliser sur justement la promotion. Donc, à travers peinture, musique, théâtre, tout ça, pour pouvoir... Il y a Gaëlle Bien-Aimée qui est comédienne, elle fait beaucoup de sketchs qui soulèvent des tabous, par exemple sur la sexualité des femmes, sur les règles. Elle fait beaucoup de sketchs et ça, on diffuse. Quand elle fait une pièce sur le... Par exemple, il y a eu Talon d'Aiguille, Talon d'Achille qui parle du viol, sur les femmes, soit les viols qui se font dans les familles, sur comment elles sont gênées par rapport à leur sexualité. Quand il y a ce type de pièce, ce que nous faisons, nous cherchons de l'argent, nous faisons jouer la pièce le plus que possible pour qu'il y ait le plus de femmes possible à être sensibilisées, mais surtout le plus d'autorité à être sensibilisées. Et ça entre toujours dans le cadre de la promotion des droits de la femme? Bien sûr. Ok, c'est bien. Mais par rapport, disons, aux femmes d'aujourd'hui, quand je parle des femmes d'aujourd'hui, des femmes qui sont plutôt, entre guillemets, je peux dire des filles, d'une manière générale, entre guillemets, qui sont plutôt insensibles à leurs droits, on dirait qu'il y a une certaine négligence de leur personne. Si on voit, disons, les musiques, les scènes, tout ça. Toi-même, en tant que féministe, comment tu te vois dans une lutte pour pouvoir, disons... Je ne comprends pas trop. Quand vous dites qu'ils ne sont pas trop sensibles à leurs droits. Non, alors d'une manière générale, je parle des jeunes filles, disons. Lorsqu'on voit, il y a une certaine négligence de leur personne. À savoir, elles se laissent faire n'importe quoi, elles se laissent manipuler par, disons, les chansons, les musiques, les hommes. Et puis, en fait, le dernier cas qu'on a, c'est le cas de l'artiste Méchanceté. Je sais pas que si tu es au courant de tout ça. Donc, à ce moment-là, je me demande finalement que les féministes, les femmes responsables d'organisations qui se disent, qui s'engagent à combattre, disons, à promouvoir les droits de la femme d'une manière générale, toi-même en tant que féministe, comment tu te vois là dans une... En fait, ces gens du scène-là, toi-même en tant que féministe, comment tu te vois comme moyen de sensibiliser ces jeunes filles-là pour pouvoir... La première des choses, ce que vous devriez noter dans le cas, comme vous avez pris l'exemple du cas de Méchanceté, c'est un problème de société d'abord. Et puis il faut noter, le système patriarcal a pendant très longtemps une grave incidence sur tout le monde, filles ou garçons. C'est pas comme si parce que je suis femme, du coup je dois être féministe, parce que je suis femme, du coup je dois... C'est une réflexion d'abord, la pensée féministe d'abord. Ensuite, il y a les organisations qui, si j'ai la pensée féministe et que je suis en train de réfléchir et que d'abord j'en parle autour de moi, et de plus en plus, il y a un réveil féministe. Ce n'est pas une obligation que toutes les femmes, systématiquement, elles se réveillent d'un coup. D'où, justement, le besoin que les organisations continuent avec la mobilisation, la conscientisation sur ce que je dirais l'émancipation de la femme. Mais attention, quand je fais de la promotion pour les droits de la femme, quand je fais de la conscientisation sur les discriminations, l'objectisation du corps de la femme, quand je fais tout ça, c'est pas un résultat qui va se faire du jour au lendemain. Depuis quand le féminisme existe, le mouvement féministe haïtien s'est battu, on a beaucoup obtenu. Mais il y en a beaucoup d'autres à faire. Oui, justement. Et pendant qu'il y a beaucoup d'autres à faire, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Le fondamentalisme religieux, c'est un élément qui rentre en jeu. Les problèmes socio-économiques, c'est un élément qui rentre en jeu. Et tout ça, il faut faire avec pendant alors qu'on continue la lutte. Donc, évidemment, nous, on voudrait bien que chaque jeune fille puisse comprendre, je peux vouloir faire un truc, mais que je ne sois pas celle qui est utilisée pour faire le truc.
Alors, Mais c'est un combat, c'est justement notre travail, on continue à le justement, faire. alors c'est ce que je voulais noter, c'est qu'il n'y avait pas vraiment, en fait, j'avais pas remarqué, disons, une réaction de la part de certaines organisations féministes. Parce que c'est d'abord un problème de société. Et aussi longtemps, moi je ris quand les gens me disent oh oui, les organisations. Problème de société, mais ça veut dire. Je ris d'abord quand les gens parlent des organisations féministes. Nous, quand on parle de nos droits, on dit oh, c'est parce que vous voulez vous faire de l'argent sur les petites malheureuses, etc. Des trucs comme ça, hein. Mais dès que ça leur arrange, on revient à nous. Ah oui, vous ne pouvez pas accepter ça. Mais c'est un problème de société. Oui, problème de société, mais. C'est un problème de société que les féministes adressent depuis longtemps. Ok. Puisque normalement, que je m'attendais à des notes de condamnation. On ne va pas faire des notes, on va continuer notre travail. On va continuer notre travail. On va pas se mettre à courir. Alors qu'il y a, depuis longtemps, on est en train de dire voici ce qui se passe. On va continuer à faire notre travail dans l'ombre. Pas dans l'ombre, on n'est pas dans l'ombre, on n'a jamais été dans l'ombre. Le féministe haïtien n'a jamais été dans l'ombre. Oui, mais pourquoi il n'y avait pas une note assez claire et précise sur cet acte-là qui se... Mais je suis en train de vous dire, c'est un problème de société que les féministes adressent depuis longtemps. Nous n'allons pas faire de note pour adresser sur un cas, alors que nous sommes en train de travailler sur plusieurs cas en même temps. Ok. C'est justement ça qu'on appelle la démagogie. Nous, on fait un travail dans le fond. Il y a eu des gens à dire à faire sortir des notes. Nous, on reste, quand je dis on reste, on est d'abord dans notre parti pour la promotion des droits de la femme, etc. D'ailleurs, première chose, moi, surtout ce qui m'a choqué, c'est comme les gens, on avait vu une vidéo, mais le lendemain matin, tout le monde connaissait le nom de la fille. Ça m'a choqué. Ouais. Bon. Et sa protection de la personne pour elle. Personne n'y a pensé. Mais tout le monde a voulu que les féministes viennent la défendre. Moi, je voudrais défendre une première chose. Je ne connaissais pas son nom quand j'ai vu la vidéo. Je ne voulais pas connaître son nom après. Et lui avez enlevé son doigt pour qu'elle puisse subir de la discrimination. Parce que dans les commentaires, la première personne qui a été ciblée, c'était elle. Oui, justement. Nous sommes très machistes. Société de patriarcat. On est en train de faire notre boulot comme féministes. Ok. Mais comment c'est que, disons que, en fille d'aujourd'hui, femme de demain, alors je me suis dit que si ça continue comme ça, probablement il ne va pas y avoir, disons, de la... Moi, j'adore quand les gens me disent ça. Ils vont faire quoi? Ils vont dire, ah oui, vous aviez été dans une vidéo. Et c'est toujours dans le sens de patriarcat, de dire, ah, où sont bons timons, ou même où sont mauvais timons, ah, ou même où sont j'étais petite, ou même pas j'étais petite, ah, ou même où sont bons... Oui, c'est comme ça on voit les choses là, d'une manière générale. Justement, notre travail de féministe, c'est de casser ces clichés, casser ces stéréotypes, casser cette discrimination à l'égard des femmes. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu penses également qu'avec la contribution des femmes haïtiennes dans notre histoire, dans notre combat, ça peut, disons, sensibiliser les jeunes filles? Par exemple, de prendre comme modèle, de mettre en exergue Catherine Flon et tant d'autres femmes qui ont marqué l'histoire d'Haïti. Est-ce qu'on pourrait, disons, les conscientiser, les mettre, disons, les inciter à suivre, disons, ces modèles-là de façon à ce qu'elles prennent conscience effectivement que la femme n'est pas uniquement, en fait, n'est pas une chose, n'est pas un objet sexuel, mais c'est un être humain à part entière et qu'elle devrait avoir un comportement digne de la personne, tout ça. Qu'est-ce que vous appelez comportement digne? Et comportement digne, c'est-à-dire voilà ce que je dois faire. Voilà ce que la société lui dit. Parce que moi, j'ai noté aussi un truc. Les gens, quand ils vous disent, ah oui, il faut que les organisations de femmes travaillent pour que les femmes comprennent qu'elles sont dignes, qu'elles sont... Mais ça, c'est de la discrimination aussi. Alors, digne dans le sens que je suis en train de faire quelque chose et en fait, dans cette chose-là, il y a fierté dedans. Donc, je me retrouve, il y a tout ça. Donc, c'est ce que j'entends par... Donc, qui est-ce qui définit quand ça doit avoir de la fierté? Qui est-ce qui définit quand ça ne doit pas avoir de la fierté? Si ça choque... Cette société de patrie. Pourquoi ça choque? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas. Pourquoi ça choque? Ça choque parce qu'on n'en a pas l'habitude de voir ça. Ça choque parce que vous avez vu la vidéo. C'est malsain? Moi, je ne dis pas que c'est malsain. Je ne sais même pas ce que c'est que c'est malsain. Bon, oui, mais est-ce que tu penses que... Par contre, ce que je crois, moi, par rapport à ta question, il y a eu beaucoup de femmes dans l'histoire d'Haïti qui se sont engagées, chacune par leur manière, dans leur domaine.
se sont engagés pour la liberté, qui ont perdu la vie aussi pour la liberté, qui se sont battus pour l'indépendance. Moi, ce que je voudrais que nous, jeunes femmes, nous, jeunes filles, nous, les enfants, adolescents, que nous apprenons à nos enfants, les filles, etc., à nos garçons aussi, c'est qu'il faut s'engager quelque part. Quand nos droits et nos conditions, quand nos droits ne sont pas respectés et quand nos conditions ne sont inhumaines. Quand il y a ça, engagez-vous. Chacun de votre manière, faites-le à votre manière s'il le faut, mais engagez-vous. Parce qu'on parle souvent qu'il y a absence de modèle, il n'y a pas de modèle. Il y a plein de modèles, il suffit de les chercher, on les verra. Il y a plein de modèles. Et si on fait, puisque assez souvent, à chaque fois pour que, disons, un Haïtien trouve une certaine fierté... Sauf que nous, dans notre société patriarcale, et c'est là que j'ai parlé des fondamentalistes religieux, et on a une grande montée du protestantisme ces temps-ci. Nous, quand on parle de modèle, il faut que la personne soit blanc ou noir. Si il faut que la personne soit blanc comme neige. Il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vie, on apprend de nos erreurs. S'il faut que j'apprenne de mes erreurs, il faut que je fasse des erreurs. Voilà. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment possibilité de mettre en exergue les femmes haïtiennes qui se sont battues pour notre indépendance? Il y a la fondation Marie-Claire Rose Félicité Bonheur Dessalines, c'est peut-être l'une des premières fondations pour moi, qui a commencé la fondation est dirigée par Baïna Bello, qui a commencé à dire, écoutez, ces femmes, arrêtez de les ignorer dans l'histoire. Et qui a enclenché beaucoup de recherches sur ces femmes et qui a trouvé beaucoup d'informations sur ces femmes et qui a trouvé aussi à quel moment de notre histoire on a quasiment effacé les femmes. Évidemment, dans notre fonctionnement, tout ne va pas disparaître d'un coup. Quand quelqu'un te dit pas quitter, ou même son Marie-Jeanne, c'est une expression qui est restée parce que Marie-Jeanne a marqué l'histoire. Femme extraordinaire, elle a marqué l'histoire. Mais est-ce que tu penses qu'on peut retrouver, disons en 2018 ou en 2020, je ne sais pas, dans notre ère, des femmes haïtiennes encore aussi engagées? Nous avons des femmes haïtiennes engagées. Nous avons beaucoup de femmes haïtiennes engagées. À relever le défi. Nous avons beaucoup de femmes haïtiennes engagées qui sont prêtes à relever le défi, qui relèvent le défi chaque jour et qui sont sous les feux de la rampe, sous les feux des critiques surtout. Parce que justement, comme j'ai dit, nous avons notre morale. Ces femmes-là sont-elles dans l'ombre ou du moins? Elles ne sont pas dans l'ombre, elles sont connues. Comme par exemple? Mais nous les jugeons plus que nous ne les apprécions. Comme par exemple? Par exemple, toi, je peux dire? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des jeunes filles qui me prennent comme modèle. Oui. Peut-être qu'il y en a qui prennent Madame Maniga, il y en a qui prennent Marie-Laurence Josselin-Sec, il y en a qui prennent Suzy Castor, qui fait beaucoup de politique, qui a fait beaucoup de formations pour les jeunes femmes politiques. Il y en a qui prennent Roger Randall Telusma, qui est député, qui est morte. Beaucoup prendront, suivant leurs critères, quelles femmes qu'elles admirent le plus par rapport. Elles trouveront des arguments. Mais ce qui est le plus important, moi je le dirai toujours, c'est qu'elles s'engagent. Engagez-vous. Il n'y a pas mieux que ça. Mettez la main à la pète, faites des erreurs. Mais surtout, ne vous découragez pas ou ne laissez pas tomber parce qu'on vous juge, qu'on vous critique. Mais tu ne penses pas qu'on n'a pas assez mis ces femmes-là en avant? Par exemple, et assez souvent, les femmes ignorent, en fait, les jeunes filles. Mais c'est ça le système patriarcal. On ignore qu'il y avait eu des Marie-Jeanne. Tout ça a rapport avec le système patriarcal. Si le système patriarcal a un centre qui est l'homme, donc on parlera beaucoup plus de modèles d'hommes que de femmes. Mais c'est pas parce que maintenant il y a un travail à faire de la part des féministes, il y a un travail à faire pour renverser la tendance. Les féministes ont fait beaucoup de boulot. Oui. Pourquoi est-ce que tout le monde aujourd'hui est en train de parler de genre? Parce que les féministes se sont battues. Oui. Juste une féministe justement est venue avec la thèse du genre et a démontré qu'elle avait sa place dans la société, cette société, dans ce système patriarcal. N'est-ce pas du bruit ou du message du concret? Beaucoup de bruit autour de cette thématique. Est-ce qu'il y a vraiment du concret? Ces temps-ci, il y a beaucoup de bruit, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui se font. Ceci dépendra de où vous regardez. Mais il y a beaucoup d'actions qui se font. Parce que le mouvement féministe haïtien, par exemple, dans les années 86-88, elles ont été les premières à justement mettre le doigt sur cette intolérance que nous avons, cette homophobie que la société haïtienne a.
Mais cette hypocrisie à l'homophobie que la société haïtienne a. CAI Femmes et Info-Femmes ont été les premières à créer une structure justement à faire une prise en charge psychologique pour les homosexuels. Alors 100% femmes, 18 mai, donc est-ce qu'on a des activités, je ne sais pas, comment on compte, disons, commémorer la date? Généralement, nous, on ne fait pas d'activité à une date. Okay. Par exemple, le 3 avril, nous, on fait des activités parce que c'est une date que la plupart des gens méprisent. Yeah. Mais ce qu'on fait, on accompagne. Ça peut arriver que les organisations locales ont des activités. Et nous, comme on est particulièrement 100% femmes, on soutient beaucoup les organisations qui travaillent sur l'histoire d'Haïti. C'est sûr, on a déjà une activité avec une organisation qui va se faire à Mirbalais. C'est sûr qu'on sera là pour la diffusion sur l'apport des femmes dans le bataille pour l'indépendance et parler justement de cette commission que Catherine Flon a gérée. Parce que les gens regardent Catherine Flon comme c'est aussi une discrimination de réduire à celle qui a cousu. Mais c'est une femme qui a monté une commission de 11 personnes. Je vais de la faute moi-même. C'est une femme qui a monté une commission de 11 personnes, qui a géré cette organisation, cette commission de 11 personnes, qui a pris l'opinion des gens qui étaient partout, qui étaient des esclaves. Beaucoup d'entre eux étaient des esclaves. Qui a collaboré avec des gens qui n'étaient pas forcément de sa foi religieuse, parce que on dit qu'ensuite qu'elle a été voir Grande Guitonne, qu'elle a écouté ce que les gens qui étaient du vaudou ont dit, et finalement atterrir ce drapeau. Mais le drapeau, pas le drapeau bleu et rouge, hein. C'était un drapeau noir et rouge. Vertical. Le noir enroulé au mât. Pour atterrir ça comme drapeau. Est-ce qu'on ne devrait pas, disons, retourner... Vous voyez le leadership dans tout ça? Oui, je vois ça, je vois le leadership de tout ça. C'est ce que j'ai noté là. Mais est-ce qu'on ne devrait pas retourner à cette commission? Retourner à la commission? Écoutez, c'est pour ça que nous, même si on ne travaille pas dans la promo, dans ce qu'on appelle la femme en politique, mais on soutient beaucoup. Et on soutient beaucoup dans la formation. Je ne peux pas vouloir faire de la politique, mais je veux qu'il y ait des femmes. Ouais, justement. Parce que je veux qu'au moment de prendre les décisions, je vais prendre un exemple qui peut paraître banal. En Haïti, à un moment donné, nous avons commencé à avoir les serviettes hygiéniques. Avant, nous avions une toile que filles ou lavaient, etc. Ce qui hygiéniquement pouvait pour causer de la maladie. Et c'est ce que nous avions. Quand est arrivé les serviettes hygiéniques, certaines femmes ont commencé à acheter les serviettes hygiéniques. Et c'est là que je dis aux gens, quand moi je fais une bataille pour que l'État haïtien casse les taxes sur les serviettes hygiéniques qui arrivent en Haïti comme produit de luxe, parce qu'une femme de petites conditions peut ne pas pouvoir se payer une serviette hygiénique à 40 gourdes. Parce qu'à 40 gourdes, elle peut s'acheter du pain pour son enfant, elle peut s'acheter du lait pour son enfant, du sucre pour son enfant. Donc quand je demande que l'État subventionne les serviettes hygiéniques, évidemment la femme qui a les moyens de s'acheter 2 paquets de serviettes hygiéniques le mois maintenant, elle va jouer de cette subvention, mais ce qui est le plus important, la femme qui ne peut pas se le permettre peut s'acheter des serviettes hygiéniques pour elle et pour sa fille. Justement. Mais tant que toi-même, en tant que féministe, tu viens de me dire... Donc je veux des femmes dans les positions de pouvoir, comme députés, comme sénateurs, qui peuvent faire voter des lois, qui peuvent exiger que ces structures soient respectées, que ces mesures soient respectées. C'est ce que j'allais te dire là, mais il y avait un contraste pour les élections de 2011, il y avait Minette Manigat, tout ça. Et généralement, on dit qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là puisque... Mais c'est ce que je vous dis, je suis en train de vous dire. Premièrement, il y a très peu de femmes qui vont voter. Il y a des raisons pour ça. Est-ce que les femmes ne sont pas conscientes Non, c'est pas parce qu'elles ne sont pas conscientes. Parce qu'en dépit de tout ce qu'on fait comme travail pour la promotion des droits de la femme, les femmes ont encore 90% des charges domestiques. Donc pas assez de temps pour aller voter, c'est bien ça? Des fois pas assez de temps pour aller voter. Encore, on n'est pas des conscient, fois aussi, pas que soit consciente, c'est un système encore patriarcal. Et des fois aussi, elles se retrouvent au basque des hommes où elles disent j'ai voté et rien n'a changé, j'ai pu voter. Et qu'est-ce que tu dirais pour certaines, disons, femmes leaders, des femmes leaders comme par exemple la femme, disons, j'oublie son nom, mais le leader de la femme en démocratie là,
en fait, qui a fait une déclaration pour dire que moi, j'ai pas voté Mélange, j'ai voté Michel Martelly, tout ça. Pourtant, c'est une femme. Premièrement, c'est le principe de coup, on ne vote pas une femme parce que c'est une femme. On vote une femme parce que cette femme, elle est consciente des conditions de la femme qui est mauvaise et qu'elle promet de travailler pour. Et ça ne devrait pas être le premier pas? Attends, la deuxième des choses, même si les femmes sont 52%, c'est quand même des femmes, une grande majorité ne va pas voter pour plusieurs raisons. Il faudra une étude pour identifier toutes ces raisons. La troisième des choses, et ça je reproche toujours aux gens qui me disent « Vous êtes féministe, pourquoi vous ne faites pas ça ?» Je suis humain. Autant l'homme doit à l'erreur, autant la femme doit à l'erreur. Peut-être que la pensée féministe, les réflexions féministes n'arrivent pas encore à la base. D'où le besoin que les organisations, d'où aussi que les organisations des femmes sont conscientes que leur travail n'en est pas encore arrivé profondément dans toutes les couches et qu'elles doivent faire ce travail. On est consciente de ça. On fait ce travail. Mais ça n'empêche pas que je déteste que les gens viennent me dire « Ah oui, mais vous ne votez pas pour un tel. » C'est à qui aura le discours. Ouais. Donc cela veut dire que le programme Prime... Avec tout ce qu'on sait aussi comme situation de politique en Haïti. Donc le programme... Violence, fraude, etc. Okay. Donc en d'autres termes, le programme Prime sur le genre, en quelque sorte. Il n'y a pas de programme. Généralement, les hommes non plus n'ont pas de programme. Ouais. Mais tu veux me dire que voter, si je devrais voter pour une femme, probablement, c'est pas uniquement... Non, je vous dis que la réflexion est, je ne vote pas pour une femme parce que c'est une femme. Mais je vote pour une femme parce qu'elle est consciente des conditions, de la mauvaise condition de vie des femmes et qu'elle est consciente que les droits des femmes ne sont pas respectés. Donc s'il n'y a pas cette conscience, et puis... Non, attendez. Ce que je veux dire, c'est, je vous tire une réflexion que moi aussi j'adhère. Parce que beaucoup vont vous dire, si je vote une femme et que la situation des femmes n'est pas changée, pourquoi voter une femme? Mais je vote aussi un homme, ça ne change pas non plus. Et je vous dis, ça c'est le résultat du système patriarcal qui est là depuis très longtemps. Et que justement les féministes sont en train de combattre. Donc ne vous attendez pas à ce que du jour au lendemain ça change. Maintenant, je vous dis, il y a beaucoup de femmes aussi qui ne vont pas voter pour des raisons X ou Y. Alors ce système-là dont tu fais référence, est-ce que... Ce que je dis aussi, c'est que nous, en tant que citoyennes haïtiens, on ne nous a pas appris à voter parce qu'un tel peut comprendre ma situation et voter pour. Nous votons parce que c'est la famille, c'est ceci, c'est cela. Que ce soit homme, que ce soit femme. Ok. Maintenant, pour pouvoir combattre ce système, on ne devrait pas y être dedans et l'imposer à l'intérieur. C'est pour ça que l'Organisation des droits des femmes fait la promotion pour les droits des femmes. Si je fais comprendre à une femme, écoutez, votre enfant a droit à l'éducation de qualité gratuite. L'État lui doit soi. Mais si vous votez pour votre cousin qui ne s'y connaît pas et qui va se faire de l'argent parce que vous espérez que quand votre cousin aura de l'argent, il vous donnera un petit peu d'argent, ça ne marchera pas. Donc il faut écouter le discours, il faut regarder aussi les actes. C'est ce qu'on fait, nos organisations de femmes. Et c'est pour ça qu'on soutient justement les organisations de femmes qui poussent la participation des femmes dans la politique. Parce que ces organisations, ce qu'elles font, elles ne poussent pas seulement les femmes à participer en politique, mais elles font aussi la formation beaucoup plus poussée pour ces femmes. Pour les femmes qui sont dans les partis politiques, pour ces femmes qui veulent rejoindre les partis politiques, et même ces femmes qui hésitent et qu'on incite à entrer dans les partis politiques. J'ai remarqué également que tu as beaucoup d'intérêt pour l'histoire de la femme, de manière générale. L'histoire des femmes haïtiennes. Tu as beaucoup d'intérêt. Sinon, si je ne sais pas qui je suis, comment saurais-je où je dois aller? Donc en résumé, c'est que 100% femmes militent non seulement au niveau, en fait, travaillent au niveau d'éducation, santé et tout, mais également a un penchant poussé pour le civisme, en quelque sorte. On doit, si on parle de droit. Dès qu'on parle de droit, de l'autre côté, il y a le devoir. Mais et la religion dans tout ça, comment tu vois ça? Puisqu'on sait que généralement que les femmes haïtiennes prient beaucoup à l'église. Pour moi, c'est l'un des aspects. C'est l'un des aspects. Et là, j'ai parlé tout à l'heure des fondamentalistes. J'ai parlé totalement des fondamentalistes religieux. J'ai noté ça. C'est un gros élément. C'est un gros défi pour les organisations de femmes.
Mais on ne devait pas renverser la tendance, puisqu'on sait que généralement, dans les sectes, disons, des vaudouisants, il n'y a pas ça. Je vais pas dire une chance. C'est un cadeau que les vaudouisants ont. Au niveau spirituel, la relation spirituelle qu'ils établissent avec leur guide, les lois, la manière dont ils voient, ils établissent leur relation avec l'être suprême est différente. Et c'est pour moi aussi, le vaudou n'est pas une religion, je tiens à le dire. C'est plutôt? C'est une mode de vie, pour moi. Avec des prières, c'est une mode de vie. Des rituels, tout ça. C'est une mode de vie. Prières, rituels. C'est une mode de vie. Le vaudouisant peut aller n'importe où il vivra, il n'a pas forcément besoin du lac. Évidemment, toute personne a besoin d'assembler pour se ressourcer, pour se renforcer, etc. Mais je crois qu'il y a baptême, il y a mariage, tout ça, ce sont des actes religieux, n'est-ce pas? Le mariage et le baptême sont des actes sociaux que l'Église, que la religion a rapatriés. Faut regarder l'histoire de la religion aussi. Hein? Non, ce sont des actes sociaux. Oui, mais assez souvent, on a besoin d'un prêtre, d'un non, pas forcément. Parce que vous regardez... Est-ce qu'on peut faire ça par soi-même? Moi, je vais me marier par moi-même, ou du moins je vais... C'est pour ça que je dis que c'est un acte social. C'est un contrat signé entre deux personnes que l'État met son impôt dessus. Sinon, quand vous divorcez, vous n'auriez pas été voir l'officier d'état civil. Et l'Église également. L'Église a rapatrié. Et disons, vaudou, tout ça. Il y a le décret du 4 avril. Oui, 4 avril 2003. Aristide, je crois. Oui. Aristide. Fait du vaudou une religion en Haïti. Mais moi, je reste à croire que c'est une décision politique, une bonne décision aussi, parce que si nous regardons l'histoire d'Haïti, pendant très longtemps, les vaudouisants ont toujours été discriminés et ont toujours subi des actes de violence, des actes de tuerie. C'était un moyen pour les protéger. À tort ou à raison? Je dirais beaucoup de fois à tort. Pour les protéger, parce que aucune personne n'a le droit sur la vie de l'autre. La vie est sacrée, tout comme le droit de la personne. Donc, je dirais beaucoup de fois à tort. Par peur de je ne sais quoi. Parce que franchement, si nous regardons l'histoire aussi, pendant combien de temps est-ce que tu vois les vaudouisants attaquer les autres religions? Mais la petite histoire rapporte que la majorité des femmes qui ont été à côté des grands généraux, tout ça, c'était plutôt des vaudouisantes. Bon, est-ce qu'on devrait... Je ne fais pas un combat pour que le vaudou soit... C'est pas ça mon combat. Non, j'essaie de voir le rôle de la femme religieuse. Moi, ce que je dis, c'est que la femme qui est vaudouisante, qui est pratiquante vaudouisante, elle subit le patriarcat, elle subit les fondamentalistes. La raison pour laquelle... Laisse-moi finir. Elle subit les fondamentalistes religieux, la pensée religieuse chrétienne, morale, stricte et hypocrite autant que les autres femmes, parce que la femme vaudouisante n'est pas différente de ce qui se passe dans la société. Mais elle a une autre manière d'appréhender les choses, ce qui est différent justement pour les femmes, ce qui est différent justement pour les... La raison pour laquelle je sais quand même de faire ce parallèle, parce que je sais que dans les autres religions, par exemple protestants ou autres... Le rôle de la femme est géré directement par Dieu. On nous prêche à se résigner là. On nous dit que le vaudou, c'est pas ça. D'aller au ciel, d'attendre, etc. Justement, nous, dans le vaudou, c'est pas ça. Et c'est pour ça que je dis, nous, dans le vaudou, c'est pas ça. Et c'est pour nous un cadeau. Donc, ce serait mieux qu'une féministe soit vaudouisante? Non. Ce serait mieux? Non. Il suffit que discours, non. Je ne dicte rien. Pour moi, il suffit que toute féministe puisse, dans ses pensées féministes, et c'est ce que je dis, une féministe doit avoir de l'empathie, ne pas se regarder elle, mais regarder l'autre. Est-ce qu'on peut être autonome à l'intérieur d'un secte en tant que féministe? C'est-à-dire que moi, je suis protestant et puis ne pas suivre ce que mon pasteur, mon berger me dit comme foi religieuse, etc., d'être soumise à mon mari, de se résigner, d'espérer d'autres vies dans le ciel, tout ça. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que une féministe devrait se dire « je suis chrétienne, mais l'autre en face peut ne pas être chrétienne » et de respecter le choix.
Et tout en se battant, tout en continuant la lutte pour le respect de ses droits, pour son émancipation et pour de meilleures conditions. est-ce que tout cela peut être en harmonie avec ce qu'on dit, en fait, dans l'Église, dans la Bible, la religion, tout ça? Femme, tu dois être ceci, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut que la féministe qui est chrétienne ou la féministe qui est dans sa religion puisse regarder l'autre en face et ne pas l'amener dans son... Tu ne penses pas qu'il pourrait y avoir conflit entre foi religieuse et être féministe? Il peut y avoir beaucoup de réflexions, oui, qui peuvent être conflictuelles parfois. Pour une féministe, si elle est en train de se poser la question, je peux comprendre qu'une féministe, elle se combat là, entre elles. Et pourtant, en elle-même. Si cette personne-là est vaudouisante, ça pourrait mieux passer, à mon avis, sur tes explications-là. Je ne sais pas. Il peut y avoir des femmes vaudouisantes qui sont féministes à avoir un combat aussi d'intérieur. C'est parce qu'il n'y a pas ce genre de discours au niveau du vaudou, c'est-à-dire que la femme... peut prendre des initiatives. Oui, mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le vaudou n'est pas une religion. Okay. On ne nous dit que notre rôle n'est pas géré par Dieu direct. Okay. D'ailleurs, si on prend comme exemple les lois, la femme et l'esprit féminin, comme on les appelle, est égal à l'esprit masculin. Chacun a son rôle. Je m'occupe de mon rôle, tu t'occupes de ton rôle, chacun. Pas forcément dans les autres. Ainsi, on ne voit pas les femmes ainsi dans les autres religions. C'est dommage, d'où je comprends qu'une féministe qui soit dans une autre, qui est une religion chrétienne ou musulmane, peut avoir un combat d'intérieur qui est terrible. D'où 100% femmes doit intervenir là-dessus, dans le cadre des activités sur l'éducation. Nous, ce qu'on fait, on incite à la réflexion. On incite à la réflexion pour tout le monde. C'est un cheminement sur lequel nous accompagnons la femme qui est féministe, la femme qui n'est pas encore féministe d'où on fait, pendant qu'on fait la sensibilisation au respect des droits et à la condition féminine. Très bien. Donc, en résumé, c'est que pour le mois de mai, on a beaucoup d'activités. 100% femmes et Néguès Marron. On a toujours des activités. Déjà, Néguès Marron est à fond sur l'organisation du festival. On est toujours Mais est-ce qu'il y a une activité particulière sortant d'ordinaire en termes d'activité d'une manière générale? Pour cette année? Non, alors disons pour ce mois de mai, je pourrais dire. Pour ce mois de mai, nous on organise un débat pour revenir sur le rôle de mère. Ah oui, fête des mères. Oui. Pour revenir, pour casser les clichés liés aux mères. Ça, c'est l'initiative de Néguès Marron. C'est une initiative de l'organisation 100% femmes. 100% femmes. Et Néguès Marron, éventuellement, aura... Quand on fait une activité, on rallie toujours nos partenaires. Je vois. Donc, je pense qu'on a dit l'essentiel aujourd'hui sur le droit des femmes, surtout le rôle des femmes dans l'histoire haïtienne. Merci. Donc maintenant, ce qu'on espère, c'est plutôt, est-ce qu'on pourrait rééditer, disons, l'exploit de Catherine Flon, en fait. Je ne vais pas dire c'est la dernière question, mais ce que j'aimerais entendre de ta part, est-ce qu'il y a possibilité de rééditer cet exploit-là? C'est ce qui m'attire. Je crois que tous les jours, on réédite l'exploit de Catherine Flon. On ne le sait pas. Du temps de Catherine Flon, on ne le savait pas non plus d'ailleurs. On ne le sait pas. Les femmes qui s'engagent, les femmes comme, je vais prendre des exemples, je ne vais même pas me citer parce que sinon ce serait du... T'es pas la bonne position. Quand tu prends des Pascal Solage, quand tu prends des gens comme Marie-Laurence José-Lassay, quand tu prends Gaël Bien-Aimé, qui chaque jour ont une pensée, ont une idée, bossent sur des activités pendant des jours à fond, sans dormir, prenant de leur argent pour le faire, c'est un engagement que je salue et c'est un engagement à la Catherine Flon. Est-ce qu'on pourrait, disons, faire la comparaison? C'est plutôt le même niveau, même type? Je ne fais pas de comparaison, on s'engage. On s'engage. Du jour au lendemain, on met notre pierre. Demain matin, on vendra notre maison peut-être pour le combat de la lutte des femmes. Les d'autres gens diront, oh mais que c'est extraordinaire, ils l'ont fait. Cela pourrait se faire un jour? Beaucoup de femmes l'ont fait. Si on ne vend pas, souvent tu sais ce que font les féministes? Si elles louent une maison, ou bien si elles ont leur maison, il y a une partie de la maison qui est allouée au bureau pour l'organisation. Okay, super, très bien. Très bien. Bien, Madame Joseph, je te dis un grand merci de nous avoir accordé cette interview. Je te dis, il y a une organisation qui s'appelle CREGED. CREGED. Qui est dirigée par Evelyne Sylvain, une féministe. Cette organisation, elles ont collecté de l'argent, elles ont leur bureau, elles payent leur bureau à partir de leur argent, de leur salaire.
tout comme l'organisation fait 100% femmes. Super. On est 3 Vraiment? femmes, oui. On est 3 femmes, on a collecté de l'argent, on a payé notre local. Ouais, très bien, super. Et s'il y a un message, je ne vais pas dire un message, mais un message particulier avant de mettre un terme à cette interview, ce serait quoi? Je dis aux femmes, aux filles, De s'engager. faites des erreurs, mais engagez-vous. Ouais, engagé. C'est ce que j'ai retenu. Le mot engagement. C'est l'engagement qui fait la différence. Encore une fois, merci Madame Joseph de Merci nous avoir à vous. accordé cette interview pour le compte Actu Femme et à très bientôt. À très bientôt. Merci.